Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour cette 24e édition du colloque RH du groupe IGS et de son pôle alternance apprentissage. Ravi d'avoir à mes côtés la personne qui est à la fois la tête pensante, la cheville ouvrière, la chef de projet de cet événement, Florence Bourget. Bonjour à tous et merci de nous regarder. Alors d'habitude, on se retrouve dans une grande salle parisienne et il nous manque les personnes les plus importantes dans ce colloque, que sont les jeunes. Je les salue, ils se retrouvent dans un amphi un peu plus bas chez nous, dans l'amphi 16, me semble-t-il. Et c'est normalement l'événement phare où ils doivent effectivement prendre la parole, nous faire état de toutes les productions qu'ils ont réalisées pendant l'année. Ils ont quand même réalisé de grosses productions. La vidéo que vous avez certainement vue, puisqu'elle est disponible depuis la semaine dernière, mais aussi un book, une enquête et aussi des séquences que vous verrez aujourd'hui. Je les félicite dans un premier temps pour le travail qu'ils ont effectué, leur capacité à se mobiliser dans une période compliquée de crise sanitaire. Et on espère vraiment très vite, à l'année prochaine, se retrouver dans une situation classique, dans une salle parisienne, pour cet événement très important au niveau pédagogique, puisqu'il a pour objectif de confronter nos apprenants à la réalité des métiers sur un sujet qui fait l'actualité, justement. Alors, pour lancer cette 24e édition, j'ai la chance de recevoir parmi nous Jean-Philippe Leroy, le directeur général adjoint du groupe IGS, qui va se charger de nous faire l'introduction. Bien, bonjour à tous. Je ne sais pas quelle est la bonne caméra, mais on va dire que c'est celle-là. C'est beaucoup plus compliqué de vous saluer que précédemment, parce que vous n'êtes pas présent physiquement et la relation humaine est quand même quelque chose d'extrêmement important. On va parler de relations humaines aujourd'hui, mais avec quelque chose d'un peu déshumanisé. Donc c'est peut-être un peu dommage, mais j'espère que pour le 25e colloque, on pourra tous être en présentiel et se retrouver. Comme d'habitude, déjà merci à nos futurs intervenants d'être parmi nous. Merci aux jeunes d'avoir fait ce gros travail qu'ils vous présenteront. Généralement, c'est moi qui commence à poser les premières questions lors de l'introduction de ce colloque. Et aujourd'hui, ma tâche est assez simple parce que quand on parle d'inclusion, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot ? Le groupe IGS est par exemple lauréat d'un gros projet de la CDC et du ministère de Madame Borne sur le 100% inclusion. Et notre travail, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle les NEETs. Alors on reviendra certainement sur ce mot un peu plus loin, je vous laisserai le découvrir, mais en gros des jeunes ou des moins jeunes qui sont sortis un peu de tous les radars pour justement essayer de les remettre dans le monde du travail. Donc l'inclusion, est-ce que c'est uniquement l'inclusion de ces NEETs? Est-ce que c'est l'insertion de ces personnes-là? Ou est-ce que c'est de l'insertion de personnes en état d'handicap, par exemple? Et encore, de quel type d'handicap on parle? Parce que il y a de différentes formes d'handicap, et nous le savons tous. Et comment ces personnes, dans toute leur diversité, vont à un moment créer de la valeur ajoutée pour l'entreprise? Parce que je crois que c'est la finalité de notre travail à tous, c'est à un moment de pouvoir créer de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Voilà, donc je vous souhaite un bon colloque. J'espère que vous allez pouvoir répondre à toutes ces questions. Et bien à bientôt pour quelque chose de plus dynamique en présentiel. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe. Oui, nous l'espérons effectivement pouvoir bientôt vous retrouver dans des conditions un petit peu plus normales et ce sera probablement le cas pour la 25e édition du colloque. Mais cette année, nous sommes donc sur un format un petit peu original et j'en profite d'ores et déjà pour vous rappeler que nous sommes en direct et que vous allez pouvoir poser vos questions sur le chat YouTube à tout moment au fur et à mesure des interventions de nos intervenants qui vont bientôt arriver. Comme vous l'avez dit Jean-Philippe, on est sur un thème qui est finalement
finalement assez vaste parce que l'inclusion et l'insertion dans l'emploi, ça concerne une multitude de publics qui rencontrent des problématiques assez diverses. Et notre angle d'attaque, c'était de s'interroger sur la manière dont la fonction RH pouvait aller toucher le plus largement ces publics-là. Et donc, c'est le travail sur lequel nos apprenants se sont attelés pendant toute cette année en réalisant effectivement des recherches dont Eric vous a parlé à travers le book qui sera disponible de manière imminente, également dans la réalisation d'une enquête, et puis dans la réalisation de vidéos également qui rythmeront un petit peu notre émission d'aujourd'hui, qui va être structurée en trois parties sur 3 thèmes. Le premier qui va être celui de la maîtrise des codes de l'entreprise et comment finalement on peut travailler sur ce sujet-là pour faciliter l'insertion des publics qui sont éloignés de l'emploi. Le deuxième axe qui sera développé va être celui autour du recrutement, parce que ça commence quand même par ça, et que la question va être d'imaginer aussi les méthodes pour recruter autrement. Et puis la troisième partie sera orientée sur la question de la prévention de l'exclusion, parce que finalement, avant d'être dans une situation qui nous rend éligibles à l'insertion professionnelle, eh bien, il y a certainement la question de l'exclusion, et nous aurons des intervenants qui viendront répondre à différentes questions sur ces thématiques. Sans plus attendre, nous passons à notre première séquence avec nos invités qui vont nous rejoindre en plateau. Voilà, donc bonjour et merci beaucoup d'être là. Donc nous accueillons sur le plateau pour commencer Céline Martin, qui est directrice du CFA de la mobilité urbaine durable. Bonjour Céline. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Céline. Et Dominique Morel, qui est directeur régional chez AG2R et qui est également le vice-président en charge et trésorier de FAS Paris Hauts-de-Seine. FAS qui est, je vous laisse peut-être nous en dire plus sur FAS. Bonjour à vous, bonjour Céline, bonjour. FAS, c'est la fondation Agir contre l'exclusion, donc c'est une fondation qui est présente sur l'ensemble du territoire métropolitain, de manière à justement travailler avec toutes les entreprises et travailler en fait avec aussi tous les institutionnels de façon à favoriser l'insertion professionnelle et à travailler contre l'exclusion. Donc le fondement même de sa structure, et donc avec des représentations, avec des multiples associations sur l'ensemble des territoires et des départements. Merci beaucoup. Alors Céline, vous dirigez le CFA de la RATP. Pourquoi c'est une question importante, la question de l'inclusion pour la RATP et donc pour votre CFA? Parce que la RATP a souhaité mettre en place un CFA, donc il est tout récent, il date de 2017, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait une part de la population, notamment les jeunes, qui avaient des difficultés à rentrer dans les modalités de recrutement, les procédures de sourcing habituelles, traditionnelles de la RATP, qui peuvent être compliquées pour ce type de public. Et donc, elle s'est dit, un CFA entreprise, ça peut être l'occasion de toucher des publics qui ne pourraient pas en bénéficier, puisque les modalités de sélection sont moins drastiques que les schémas classiques de recrutement au sein de la RATP. Voilà. Dominique, pour AG2R? En fait, on est sur un schéma qui est très voisin, c'est-à-dire que c'est notre capacité aujourd'hui à faire société, avoir la représentation des G2R au sein de la société française. Et cette structure-là, en fait, elle est régie par aujourd'hui une multitude de formations, une multitude de vies de jeunes qui sont en cours d'éducation ou qui évoluent au fur et à mesure. Et donc, il faut aller les chercher dans un certain nombre de cas parce qu'ils ne sont pas présents, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Et donc, ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est d'être en phase avec l'ensemble de la société et donc d'avoir suffisamment en fait de diversité au sein du groupe de manière à pouvoir aborder l'ensemble des sujets, des thématiques qui sont les nôtres. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour justement
s'insérer dans l'emploi et en particulier quand on parle des jeunes. Nous l'avons vu, nous, à diverses reprises dans notre travail, on parle pas mal de la maîtrise des codes de l'entreprise. Et afin d'illustrer un petit peu ce sujet, nos étudiants ont travaillé donc sur des fictions, des courts-métrages, dont on va voir un extrait qui nous parle en fait justement d'une jeune qui est dans un tribunal, qui se fait juger pour ne pas avoir suivi un parcours classique. Donc je vous laisse regarder l'extrait et on se retrouve juste après. Maître, veuillez nous présenter votre client. Ma cliente, Madame Rurale, âgée de 20 ans aujourd'hui, est issue d'une famille d'agriculteurs en province. Elle a travaillé durant de longues années auprès de ses parents. Aujourd'hui, ma cliente souhaite devenir technico-commerciale et pouvoir exercer ailleurs. Elle souhaite mettre à profit ses compétences acquises. Pourquoi avez-vous choisi d'arrêter vos études pour rejoindre l'entreprise familiale? Ne seriez-vous pas diplômée en ce jour? Madame la juge, on est très peu chez moi. Je me suis arrêtée au collège et dans la facilité, j'ai choisi d'aider ma famille. Du coup, j'ai beaucoup aimé travailler dans le milieu agricole, vendre au marché, le contact avec les clients, faire la compta. Vraiment, ça m'a passionnée. Madame Rurale manque cruellement d'expérience professionnelle. C'est ce que nous avons pu constater lors de son entretien. Elle a des lacunes lorsqu'il s'agit de s'exprimer donc avec le vouvoiement de manière polie et cordiale. C'est pour ça que nous lui avons proposé de travailler sur ses entretiens. On lui a également proposé de faire des formations, ce qui pourrait être très bénéfique pour elle par la suite. Malgré votre enthousiasme et votre motivation, aucune entreprise n'a souhaité travailler avec vous en interne. Au vu de l'expertise de l'agence intérim, je vous recommande de vous orienter vers un cursus en apprentissage auprès de la société Systema, qui est un grand partenaire de la société IGS. À l'issue de cette formation, vous reviendrez dans cette même cour. Nous ferons un point sur votre évolution. Je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage. Je vous remercie pour vos conseils, Madame la juge. Voilà, donc après ce petit extrait, donc voilà, on parle encore de ces codes de l'entreprise et avant d'aller plus loin, peut-être qu'on pourrait déjà répondre un peu à cette question qui n'a pas l'air si simple que ça. C'est finalement qu'est-ce que sont ces codes de l'entreprise? De quoi on parle quand on parle des codes de l'entreprise? Alors, chacun son tour. Chacun son tour, comme vous voulez. Donc, en fait, on vit dans une société aujourd'hui où il y a des codes. Vous avez des codes tout le temps. C'est-à-dire qu'en réalité, on est autour de la table, il y a des codes, on vient d'arriver, on avait un masque, on a retiré le masque. Et pourquoi il y a un masque? Parce qu'il y a un code qui nous demande de mettre le masque. Voilà. Donc, ça fait partie des éléments de la vie en société. Et dans les codes, dans l'entreprise, il y a aussi les codes. Il y a un règlement intérieur, donc qu'il faut bien entendu respecter, mais ça va au-delà. Aujourd'hui, ce qu'on remarque beaucoup, la difficulté que l'on a et ce qu'on peut rencontrer lorsqu'on travaille avec FAS notamment, c'est pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi, la vraie difficulté, elle va au-delà. C'est-à-dire que le code, il est d'abord sur le fait de savoir se présenter, savoir écouter, savoir parler, savoir se présenter. Donc on a beaucoup d'éléments qui sont en réalité des éléments qui vont au-delà du code de l'entreprise et qui est de savoir se présenter à l'heure, parce qu'il y a des horaires à respecter. Il y a un certain nombre de petites choses qui sont en fait des choses qui jusqu'à un certain moment étaient des choses qui existaient dans le cadre de la vie en société, qui existait, qui pouvait être traitée dans le cadre de l'éducation ou de l'éducation nationale, et qui aujourd'hui, dans un certain nombre de cas, malheureusement, n'ont pas pu être traités avec certaines personnes, et ils en ont besoin. Et donc il y a ces codes de société qui existent dans l'entreprise, qui sont nécessaires, je dirais, à la vie en société pour s'écouter, pour se parler. Vous m'écoutez en ce moment, vous m'écoutez en ce moment, et c'est des éléments importants. Si je ne peux pas parler moi-même, s'il y a trop de bruit, si tout le monde parle en même temps, on n'a pas la capacité d'échanger. Et c'est tous ces éléments-là qui sont nécessaires dans les entreprises. Alors, moi, je dirais qu'il y a effectivement des codes. Donc, les codes, c'est plus, moi, j'allais dire, au niveau du sourcing, c'est-à-dire comment on se présente, comment on se vend. Parce que je pense qu'il faut appeler les choses très clairement. Il faut qu'on se vende dans un entretien parce qu'on est en concurrence. Et donc, pour le coup, il faut qu'on mette nos atouts en avant. Et puis après, il y a les règles. Et je pense que c'est pas un mot à éluder. Il y a des règles en entreprise. Voilà, comme dans tout système, comme dans tout le vivre ensemble, il y a des règles. Et les règles, ça s'applique à tout le monde. Et je crois qu'à un moment donné, alors j'étais anciennement directrice de mission locale, et c'est vrai qu'à un moment donné, même les conseillers avaient tendance à ne pas affirmer ça. Mais évidemment qu'il faut respecter des règles, évidemment qu'arriver à l'heure, ça paraît d'une grande logique. Alors d'autant plus à la RATP où c'est un service public, vous imaginez bien un conducteur de bus qui arrive 10 minutes après, ça la mettrait quand même assez mal. Mais il faut à un moment donné dire aux personnes qu'il faut qu'ils respectent ça, et que ça s'applique à tout le monde.
Alors, il faut le dire, mais quand il s'agit de publics jeunes, par exemple, comment on fait justement pour les aider à appréhender et à travailler sur ces compétences comportementales, ces soft skills, comme on les appelle? Alors, moi, je suis dans une situation un peu particulière. C'est pour ça que j'ai voulu prendre la direction d'un CFA. C'est parce que je considérais que le work first, c'est ce qui permettait justement d'acquérir ces corps de l'entreprise. En gros, quand vous êtes en situation de travail, vous êtes d'autant plus motivé à respecter ces règles-là. Parce que nous, à la RATP, quand ils suivent effectivement un contrat d'apprentissage, à la clé, si tout se passe bien, justement, s'ils ont respecté ces règles-là, s'ils se sont adaptés, puisqu'on est là pour les accompagner, on y reviendra sans doute. Évidemment, ça ne s'apprend pas en un claquement de doigts. Et on est là pour ça, en apprentissage. Mais c'est de leur dire, à la fin, il y a un poste qui vous attend. Et là, d'un coup, la motivation est tout autre que quand on faisait des ateliers dans mon poste précédent, qui étaient des fois par moment, parce que la situation ne permettait pas, où on parle des codes, mais ça reste de l'ordre de l'imaginaire. Quand on est effectivement en situation et qu'on dit, mais attends, mais là, vous vous rendez compte, là, vous êtes là il y a 5 minutes, vous avez prévenu qui? Personne, on vous attend. Vous savez que vous êtes rémunéré, vous savez que donc, et là, ça parle plus. Donc c'est pour ça que l'apprentissage, bon, vous allez me dire, je prêche pour ma paroisse, hein, mais il se trouve voilà. que c'est la nôtre aussi. Alors Voilà, très bien. C'est une bonne paroisse, c'est une belle paroisse. Bon, Donc, bon, merci. Mais il s'avère que, bon, moi je trouve que c'est la clé, voilà, par excellence, pour justement pouvoir apprendre aux jeunes ces codes et ces règles-là. Oui, il y a, en fait, par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, il y a aussi le schéma de se vendre préalablement, et ensuite il y a les codes au sein de l'entreprise. Donc c'est deux schémas qui sont légèrement différents. Et il y a un travail très important à réaliser, que l'on fait notamment sur les publics en difficulté avec FACE, c'est cette capacité que l'on a lorsqu'on on a en formation donc quelqu'un, c'est de le mettre en valeur. C'est-à-dire que c'est lui-même aujourd'hui, dans la majorité des cas, il n'a pas cette capacité à savoir exposer ce qu'il réalise. C'est-à-dire que c'est pas seulement le fait d'avoir un CV, c'est pas seulement le fait d'apprendre à faire une présentation, c'est de se dire, ok, je vaux quelque chose. Et ce vaut quelque chose, en réalité, il faut que j'arrive à le présenter. On a des exemples, notamment assez réguliers, de gens qui sont des conducteurs de bus, par exemple, hein, d'accord, quand vous lui demandez ce qu'il sait faire, il dit, je sais conduire un bus. Mais non, ça va au-delà. Tu fais bien d'autres choses que conduire un bus. Tu sais accueillir des gens quand ils rentrent, tu sais programmer ton trajet, tu sais faire face à un accident quand il se passe un accident. Enfin, et puis il y a un savoir-être. Donc il y a tous ces éléments-là où il y a un travail nécessaire à réaliser et de leur apprendre à se présenter et à faire en sorte qu'ils soient eux-mêmes valorisés. Et ça s'inscrit ensuite dans un projet. C'est-à-dire que c'est un élément important qui s'inscrit dans le projet de l'entreprise. Et c'est derrière, c'est ce fait de pouvoir se vendre soi-même, le terme n'est pas forcément idéal, mais au demeurant, c'est savoir aussi dire je sais faire, je sais m'imposer, je sais dire des choses, j'existe. Voilà, j'existe. C'est un élément super important. Et peut-être se connaître aussi finalement, parce que voilà, pour pouvoir se valoriser, il faut aussi avoir un certain niveau de connaissance de soi. Et aussi, c'est une affaire de confiance par rapport à ce que vous nous avez indiqué, c'est qu'il faut aussi reprendre confiance en ce qu'on est capable d'amener dans une entreprise, dans un poste. Et voilà, et peut-être que ce qu'on savait faire ailleurs peut être utile dans l'entreprise. Cette confiance, ça vient aussi avec le regard de l'autre. Donc c'est un élément très important, en fait, c'est ce travail en société. Et c'est pour ça que ça doit se faire dans une entreprise. Si ça peut se faire avant, c'est beaucoup mieux. Mais en tout état de cause, il y a besoin de ce regard de l'autre. Et ce regard de l'autre va être très important. Et donc il est nécessaire de pouvoir travailler dans des projets, dans des éléments qui vont pouvoir vous valoriser et valoriser les autres en même temps. Oui, tout à fait. C'est la stimulation, effectivement, du projet, de l'envie. Nous, par exemple, sur les conducteurs de bus, les prérequis sont assez minimales. C'est-à-dire que c'est 21 ans et 6 mois de permis. Hein, d'accord ? Donc, qu'est-ce qui fait la différence ? Ça va être l'entretien, la capacité. Et des fois, c'est des choses aussi simples. Hein, c'est-à-dire que le montrer sa passion, voilà, parce que souvent, c'est une passion aussi de conduire un bus, aussi la valorisation, le fait de dire qu'on est intéressé par l'entreprise. C'est pas non plus, voilà, on peut dire, c'est l'entreprise qui me plaît à travers ce métier-là. Ça, c'est des choses qui, forcément, interpellent le recruteur, se dit, là, il est au clair par rapport à ce projet professionnel. Après, les techniques, j'allais dire, on les voit, il faut effectivement, moi, je vous rejoins là-dessus, sur la façon de mettre en avant voilà, ce que l'on est.
Parce que finalement, quand on a 6 mois de permis, 21 ans, il y a un potentiel énorme. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir une personne plus qu'une autre ? C'est sa capacité à être honnête par rapport à son parcours et ce qu'elle a pu faire, et aussi les écarts de parcours. Voilà, des choses où on s'est rendu compte qu'on s'est trompé, puis là maintenant on est dans un projet de vie, où aussi ce métier-là permet de respecter ce projet de vie, la vie professionnelle et personnelle, c'est quand même des éléments, des critères importants. Enfin, je trouve qu'il faut être assez honnête. Bien sûr, tout en respectant des règles de... Voilà, on revient aussi, bien évidemment, des règles d'entretien. C'est-à-dire, quand on vient, par exemple, ça nous est aussi arrivé, vous venez pourquoi ? Pour conducteur de bus ? Pour quelle entreprise ? Voilà, là, forcément, il y a un minimum de préparation. Mais ça, encore une fois, il faut le dire, il faut l'expliciter. Voilà, quand on ne sait pas ce qu'on attend de nous en entretien, on peut vite se planter, voilà, pour dire les choses très clairement. Alors moi, je vais ramener le débat sur le monde éducatif je vais lancer un débat qui va durer plusieurs heures, donc. Des heures que nous n'avons pas, donc voilà. Vous avez... À votre avis, qu'est-ce qui manque au système éducatif actuel, justement, en matière de compétences comportementales ? C'est une grande question. En fait... Ce qui manque, à mon sens, dans beaucoup de cas dans le système éducatif, en fait, c'est cette capacité à travailler en mode projet. C'est-à-dire que cette capacité à travailler avec les autres. Donc, on est dans un schéma et c'est là où on est complètement en phase sur tout ce qui relève de l'alternance et l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est cette force, c'est cette capacité à écouter les autres, à travailler ensemble et à travailler sous un modèle de projet, et qui est le modèle majoritairement travaillé dans les entreprises. Donc on est encore souvent dans des systèmes éducatifs qui sont je délivre la bonne parole, même s'il y a beaucoup d'éléments qui ont avancé, qui ont progressé. Et je crois qu'on ne fait pas suffisamment travailler les gens ensemble, les jeunes ensemble, sous un format. On le fait, mais en général, on le fait plus tard. On le fait dans les écoles, dans la vôtre, on le fait dans les écoles de commerce, on le fait dans beaucoup d'écoles, mais on ne le fait pas suffisamment, à mon avis, au moment de l'éducation dans l'école primaire, parce qu'en fait, ce que l'on constate beaucoup, c'est on apprend beaucoup de ses pairs. C'est-à-dire que c'est assez rare que ça descende tout le temps dans un modèle comme ça. Alors, on parle beaucoup de transversalité dans les entreprises, mais c'est exactement pareil dans l'école. Il y a un besoin aujourd'hui de faire en sorte d'agréger les compétences et que le père apporte à l'autre, donc PAIR, pardon, le père apporte à l'autre l'élément qu'il n'a pas lui-même vu quelque part par une descente verticale. C'est là où on apprend le plus, voilà, à mon sens. C'est ce qui manque énormément aujourd'hui, à mon sens, dans la partie éducation. Alors, moi, je pense déjà qu'il faut dire qu'on attend beaucoup de l'éducation nationale et qu'à un moment donné, il faut rappeler quand même qu'elle ne peut pas tout, que c'est effectivement systémique. Et ce qui fait qu'une personne sera un bon salarié demain, excusez-moi la caricature, mais enfin, on est un peu là pour ça, c'est quand même une dimension plurielle. Moi, ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, dans le système éducatif, les règles, elles y sont. Pour tout vous dire, j'étais encore il y a 1 heure sur ces questions de règles, où des fois, j'ai trouvé un peu, désolé, mais un peu psychorigide. Donc, vous allez dire, pourquoi ça ne s'applique pas en entreprise ? Parce que, normalement, quand tu arrives en retard à ton cours, tu es signalé, etc. Donc, cette transposition, elle n'est pas simple parce que je pense qu'il n'y a pas de rapport entre le système éducatif et l'entreprise sur ces règles-là. D'accord ? Donc, moi, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on expliquera ce qu'on attend en entreprise. Et moi, j'allais dire, alors, ça ne répond pas tout à fait à votre question, je m'excuse. Moi, j'allais plutôt répondre sur la question de l'identité, l'identité plurielle d'un élève. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait cruellement défaut dans l'éducation nationale, c'est qu'on les considère, quand ils sont dans le système éducatif, que comme des élèves. Et c'est dramatique. Excusez-moi, j'emploie un terme peut-être fort, mais je considère que c'est dramatique parce qu'on perd des talents. Alors, je sais que c'est le mot à la mode en ce moment sur les RH, mais on perd une somme de talents énorme. Encore dernièrement, excusez-moi, je ne vous raconte pas ma vie, mais encore dernièrement, j'ai participé à un conseil d'administration justement du collège de ma fille, et quand on voit effectivement encore comment ils sont dans un schéma classique d'orientation, même si c'est extrêmement compliqué l'orientation, moi je tire à boulet rouge sur personne, parce que avoir cette vision à 360 degrés sur les possibilités, mais au moins ouvrir le champ des possibles. Et aujourd'hui, je trouve que c'est dramatique, parce que quand vous n'êtes pas dans un schéma classique, c'est-à-dire bon élève, pour être très clair, c'est-à-dire ne fais pas d'histoire et bon élève, et ben là, ils sont perdus. Or, l'intérêt d'être prof, pour finir, c'est quand même d'aller aider ceux qui ne sont pas justement en situation d'un apprentissage, entre guillemets, classique. Pour compléter juste un point sur
le schéma, à mon sens, hein, dans l'histoire, hein, qu'on peut reprendre de façon un peu plus large, on est passé dans un modèle où on parlait régulièrement d'intégration, et maintenant on est passé dans un domaine où on parle de la diversité. Mais il y a encore une étape, ça rejoint un petit peu votre débat, c'est qu'après la diversité, il manque la partie inclusive. C'est-à-dire que c'est la capacité en fait de nos structures à être à l'écoute de cette diversité et de voir qu'est-ce que je peux apporter. On n'est pas que dans un schéma où ce sont à ceux qui viennent de faire les efforts. On est dans un schéma où on doit apporter, nous, nos structures, l'entreprise, l'éducation, les écoles, en fait, tenir compte de cette diversité et voir comment j'arrive à la marier, comment j'arrive à faire en sorte d'en tirer, je dirais, entre guillemets, le vieux terme de substantifique moelle, voilà, mais globalement, c'est un petit peu ça quand même. C'est comment j'arrive à faire en sorte que cette diversité, j'en tire quelque chose. Parce qu'on a avancé là-dessus, on a pas mal avancé, mais par contre, on n'est pas encore tout à fait sur la partie inclusive. Oui, et c'est vrai qu'on est finalement sur une éducation qui est sans doute plus orientée sur les savoirs que sur les savoir-être, et peut-être même sur la permission d'être et d'être probablement autrement. C'est une envolée lyrique. Voilà. Alors, on a très peu de temps, il va falloir qu'on enchaîne, mais on avait une question très spécifique qui s'adresse à vous, Céline. C'était sur le taux d'apprentis en situation de handicap que vous aviez au sein du CFAMUD, si cette donnée est évidemment disponible. Heureusement que je l'ai préparée avant. Ah, bien, voilà. Alors, on a un objectif d'atteindre 3% en 2023. Voilà, donc là, on est avec la situation Covid, même si ce n'est pas le prétexte facile, etc. Mais quand même, on a des situations un peu particulières en termes de sourcing qui empêchaient. Là, on est un petit peu en dessous des 2%. Voilà. Donc on a vraiment cette volonté d'accompagner, de la même façon qu'on a une volonté d'avoir un taux de féminisation sur des métiers plutôt masculins. Donc par exemple sur les conducteurs, on est à 26% cette année, donc on est assez satisfait. Et puis sur les quartiers prioritaires de la ville, où là, alors je vais être tout à fait honnête avec vous, comme c'est des métiers d'appel, c'est des métiers qui intéressent effectivement les conducteurs de bus, on est autour de 35 à 38%. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, j'imagine qu'il y a aussi des actions qui sont menées chez AG2R sur le sujet. Écoutez, merci beaucoup pour avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle qu'on est en direct et que vous pouvez poser vos questions dans le chat sur YouTube. Je vous remercie beaucoup et nous allons donc passer au sujet suivant. Merci à vous. Alors voilà, nos invités nous rejoignent, troisième et quatrième même invités nous rejoignent. Nous avons donc Anna Deboa Esperanza qui est déléguée générale de l'Institut Randstad. Bonsoir Anna. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et Benoît Landau qui est le directeur de la plateforme I, qui est une des structures du groupe SOS. Bonsoir. Bonsoir. J'ai envie de vous poser déjà la même question aux deux professionnels qui sont passés avant. D'après vous, pourquoi est-ce un sujet important pour Randstad et pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez ? Pour Randstad, c'est un sujet important parce que ceux qui nous ont précédés ont parlé de talent, la recherche de talent, pour pouvoir répondre à nos propres besoins. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est d'aller aussi chercher ceux qui ne viennent pas vers nous naturellement, sortir des canaux classiques de recrutement, sortir un petit peu des biais de similarité, aller recruter toujours des clones, sortir aussi, par exemple, quand on veut remplacer un collaborateur, aller chercher la copie exacte, etc. C'est élargir notre vivier de sourcing aussi. Et tout ça, c'est enrichissant pour nos recruteurs aussi et pour nos managers, puisque ça les force, ça challenge aussi à accompagner différemment, à recruter différemment, chercher autre chose qu'un parcours académique, qu'une formation, qu'une expérience. Alors, Benoît. Pour compléter effectivement ce qu'a dit Anna, deux choses. Pourquoi c'est important aujourd'hui pour les entreprises, je dirais, il y a un volet social, un volet économique. Un volet social pour des entreprises qui, de plus en plus, et c'est tant mieux, et c'est pas qu'un effet de mode, se disent qu'elles ont une responsabilité sociale, voilà, et qu'une société n'est pas viable si, de manière pérenne, elle a une grande partie de sa population qui est sur le carreau, voilà, et qui n'accède pas à l'emploi. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir, à long terme, faire fonctionner un pays. Et puis, il y a aussi
je dirais, une inclusion économique. Pour reprendre d'ailleurs le nom, dans une dizaine de jours, il y aura le premier sommet de l'inclusion économique, notamment, où le groupe SOS est partenaire, notamment Mosaïque RH et beaucoup d'entreprises qui justement se mobilisent là-dessus. Et c'est tant mieux, parce que c'est aussi un sujet économique, et dans la lignée de ce que disait Anna, les entreprises aujourd'hui, notamment, il y a des pénuries de candidats, des métiers en tension, et donc des managers, des employeurs qui ont besoin d'élargir leur sourcing de candidats, en fait. C'est aussi... Pas que, mais c'est aussi tout simplement ça. Et donc, aller chercher ailleurs des candidats que les entreprises jusqu'à présent n'allaient pas chercher, donc adapter leur process de recrutement, adapter leur intégration aussi, qui est un sujet très important, c'est aussi pour attirer les talents et donc la performance de l'entreprise in fine. D'accord. Et alors, voilà, pour justement enclencher un peu le mouvement sur un sujet comme ça commence par le recrutement. Et donc, effectivement, de recruter autrement, c'est ce que vous évoquiez, Anna. Mais alors, finalement... qu'est-ce que ça veut dire recruter autrement? Par quoi ça peut passer selon vous? Ça peut passer par des choses très simples. Je pense que ça commence déjà par l'offre d'emploi. Quand on publie une annonce, arrêter de faire des listes à l'après-vert, mettre des choses essentielles, le socle de compétences nécessaires pour pouvoir investir le poste, et aussi diversifier nos canaux, sortir des biais de statu quo, aller recruter toujours par les mêmes biais, les mêmes réseaux, etc. Aller chercher différemment, aller aussi, en tout cas, nous, au sein du groupe Randstad France, ce que nous essayons de faire, c'est de nouer des partenariats avec des associations qui accompagnent ces publics qui sont en difficulté d'emploi, les invisibles, comme vous dites, on va en fait partager l'expertise, une complémentarité d'expertise, qui vont faire l'accompagnement social, lever tous les freins périphériques à l'emploi, et nous, avec notre expertise des métiers des ressources humaines, notre connaissance des bassins d'emploi, notre expertise métier aussi, parce que nous avons la chance d'avoir une palette de métiers qui est très large, donc nous avons des experts sur tous les secteurs d'activité, tous les métiers, et les accompagner avec ces associations pour les préparer à investir le poste en amont, pendant et après qu'ils sont en poste, parce que c'est là la réussite en fait. Cet accompagnement, il est indispensable avec des référents métiers, avec des bénévoles coachs, avec des tuteurs en entreprise qui vont les accompagner pendant la prise de poste et pendant l'emploi. Benoît, même question. Alors, recruter autrement. D'ailleurs, juste parce que c'est ce que Anna disait à la fin, et on n'en parle pas assez, mais recruter autrement, si on veut que ça marche, et même recruter tout court, l'intégration, bien sûr. ou l'onboarding, comme on dit maintenant, c'est clé, on n'en parle pas assez. D'ailleurs, pour moi, déjà, le recrutement en soi, si on veut que recruter autrement, ça marche, il faut d'abord que l'entreprise, de plus en plus, considère, et au niveau de la direction générale, que c'est pas inné de bien recruter, en fait. Que c'est une activité en soi, que si on veut avoir les bons talents dont on a besoin dans une entreprise, ça se travaille, ça s'investit. Et donc, alors, recruter autrement, ou nous, dans notre cas, comme on dit, recruter inclusif, puisqu'on parle d'inclusion ce soir, effectivement, ça joue notamment au niveau des offres d'emploi, qu'il faut apprendre à écrire autrement pour vraiment, et derrière les offres d'emploi, c'est amener un manager à réfléchir à, en fait, c'est quoi les compétences dont j'ai réellement besoin, et pas dont j'imagine rapidement parce qu'il est 19h, il faut que je termine mon offre pour la publier, non. Trop souvent, le recrutement est fait dans l'urgence, en fait. Voilà, il me faut quelqu'un pour demain matin. Et dans ces cas-là, parfois ça marche, on a de la chance, mais pas toujours. Donc, démission, turnover, qui a un coût très important pour les entreprises. Donc, le plus important, en fait, c'est de travailler sur son processus de recrutement. Et d'avoir un processus de recrutement centré sur les compétences et les projections du potentiel de candidat sur un poste donné, en fait. Et nous, par exemple, pour ça, mais nous, comme beaucoup d'autres, ce qu'on prêche fortement, c'est les mises en situation, en fait, qui est encore un outil pas tant utilisé que ça sur les recrutements aujourd'hui. Alors, ça paraît tout bête comme ça, mais même, je pense que nous, ici, nous tous, on ne le fait pas toujours à chaque fois, d'avoir un processus de recrutement vraiment préparé, formalisé, sans y passer des heures non plus. Mais en fait, progressivement, on trouve des outils assez simples. Et par exemple, standardiser, faire une mise en situation à chaque recrutement, maintenant, nous, c'est ce qu'on fait, par exemple. Pour moi, ça a tout changé. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, sur un entretien d'1 heure, prendre un quart d'heure, on envoie un test avant la personne. Voilà, comment vous réagissez dans telle situation. Voilà, ça paraît tout bête, je pense qu'on l'a tous déjà fait quelques fois, mais pour moi, il faut le standardiser, l'adapter. Même quand nous, on travaille sur des métiers de première qualification comme un préparateur de commandes, nous, on a une salle chez nous qu'on a adaptée pour faire que ça ressemble à un entrepôt. Voilà, et donc, on a des sacs en craft, et il faut que la personne montre comment elle prépare une commande, en fait. C'est aussi bête que ça. Mais en fait, c'est clé parce qu'on ne va pas juger la personne sur, par exemple... typiquement, par exemple, Accor, avec qui on a travaillé là-dessus, a arrêté d'exiger la maîtrise du français pour certains personnels dans les chambres d'hôtel qui n'en avaient pas besoin. Voilà. Et donc, c'est quoi les compétences dont on a besoin? Je le répète parce que
tout part de là, c'est avoir un recrutement focus sur les compétences et non pas sur les diplômes ou sur l'idée qu'on pourrait se faire en théorie d'un poste. Oui, donc aval et référence à issus d'écoles de diplômes de tel type, ou d'écoles. On entend bien. Pour compléter ce que disait Benoît, Benoît disait que c'est pas inné. Effectivement, c'est pas inné. Et je suis ravie que un organisme comme vous, qui formez des professionnels des ressources humaines, vous en parliez de ces sujets-là. Je connais votre engagement depuis très longtemps maintenant. Donc la formation est essentielle. La formation des recruteurs, des professionnels des ressources humaines, des managers. Et ça aussi, on a une action très forte là sur ces sujets-là, formation à la non-discrimination de tous les collaborateurs du groupe et de tous les managers et aussi de tous les nouveaux entrants. Et ça suffit pour lever tous les stéréotypes? Ça ne suffit pas. Ça ne Qu'est-ce qu'il suffit faut pas. faire alors pour lever tous les stéréotypes? C'est un travail de longue haleine. Ouais. Il faut agir sur plusieurs piliers. On a mis en place, en tout cas, une démarche sur 4 piliers essentiels. La sensibilisation et l'information. La sensibilisation qui peut être faite avec des outils innovants, par exemple le théâtre, des mises en situation, comme disait Benoît justement. C'est aussi de la formation, je viens juste d'en parler, des expérimentations aussi que nous allons faire sur des programmes spécifiques avec des publics issus de l'inclusion en précarité d'emploi, avec des parcours personnalisé d'accompagnement et aussi bien en entreprise. Et il ne s'agit pas uniquement des nouveaux entrants, parce qu'à l'intérieur de l'entreprise, on peut avoir aussi des personnes qui ont besoin de cet accompagnement, qui sont aussi, qu'on pourrait recruter aussi un parcours d'insertion. Donc tout ce travail va continuer tout au long de la vie professionnelle selon les besoins et aussi la mise en réseau, créer des moments de rencontre, d'échange. C'est l'ensemble qui va faire en sorte qu'on puisse réussir. Et puis, c'est un sujet qui concerne toutes les parties prenantes d'entreprise, les managers et les collaborateurs, les candidats eux-mêmes, sans oublier les partenaires sociaux aussi, parce que même si un arsenal juridique, législatif existe, il faut toujours le compléter par des accords d'entreprise et par des mesures spécifiques qu'on va prendre selon les besoins et les parcours. Alors les stéréotypes, Benoît. Ouais, vaste sujet, mais non, concrètement, pour essayer de recruter sans être trop victime en fait, de ces stéréotypes, alors Anna disait 4 étapes, moi je vais en dire 3. Pour moi, 3 étapes clés. 1, la prise de conscience. C'est-à-dire qu'il faut aussi dédramatiser. On a tous des stéréotypes, on a tous des biais. C'est comme ça. L'important, en fait, c'est d'en être conscient si on veut pouvoir travailler là-dessus et changer ses pratiques. Donc déjà, prise de conscience. Entendre, lire, comme des colloques aujourd'hui, en parler. Heureusement, c'est le cas de plus en plus. Et puis, et après ça, commencer un peu à revoir dans ses souvenirs des expériences de recrutement, en l'occurrence, puisque c'est de ça qu'on parle. Et c'est là où il y a un moment qui peut faire des clics. Se dire, ah bah oui, tiens, sur tel recrutement à tel moment, peut-être que si j'ai pris telle décision, si j'ai pensé telle chose, c'est peut-être parce qu'effectivement, c'est un de mes biais qui a joué. C'est pas grave, voilà. Mais c'est une étape pour ensuite pouvoir changer ses pratiques. Du coup, deuxième étape, je dirais des rencontres. C'est là où aussi, par exemple, on va pouvoir... Par exemple, des immersions, il y a de plus en plus d'entreprises qui font des journées dans des associations aussi pour, en termes d'impact social sur leur territoire, rencontrer ce qui se fait un peu autour d'elles, par exemple. Et donc se rendre compte que, par exemple, je ne sais pas, une personne qui sort d'un dispositif d'insertion ou en situation de handicap ou senior, parce qu'il y a beaucoup de personnes discriminées aujourd'hui, en fait, pouvoir se projeter que telle personne qu'on va rencontrer peut être demain un collaborateur que je vais recruter, en fait, alors que je n'aurais pas forcément pensé ça hier. Ça, c'est assez clé aussi pour pouvoir être prêt, en fait, à changer des pratiques et à dire que le prochain recrutement ne fera peut-être pas de la même manière. Et du coup, ensuite, effectivement, c'est là, troisième étape, formation potentiellement, si on a besoin, parce que si on fait des gros volumes de recrutement en particulier, c'est bien d'être outillé pour concrètement être efficace à recruter autrement. Et puis, préparer ces processus de recrutement. Encore une fois, ça paraît tout bête, mais on ne le fait pas tous. Avoir des critères objectivés, faire par exemple des mises en situation ou autrement, pour en fait ancrer ces apprentissages-là. Parce que sinon, ça reste théorique. Et donc, il faut une première fois, sur un recrutement, dire là je vais faire autrement, et se lancer et tester comme ça. Et c'est comme ça, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir progressivement, je dirais, enclencher une dynamique d'inclusion dans les entreprises. C'est vrai qu'en tant que professionnel, on a toujours l'impression, en tout cas la conviction que nos décisions sont objectives et impartiales. Mais en réalité, comme disait Benoît, nous sommes tous des êtres humains et nous sommes faits de nos parcours de vie, de notre environnement et des biais, on en a tous. Donc le tout, c'est d'en prendre conscience et d'en réduire l'impact. Et par exemple, pour éviter d'être le seul à décider, créer des comités de sélection ou de décision quand on a une liste, la fameuse short list des candidats, croiser
croiser le regard, ça peut aider à réduire l'impact. Exactement. Oui. Et alors, pour faire cela... Ah, vas-y. Oui, pardon. Non, mais tu peux y aller, c'est pas gênant. T'en prie. Ça, c'est valable au niveau du recrutement pour les autres collaborateurs. Parce qu'une fois qu'ils sont intégrés, comment est-ce que je fais pour embarquer tous les collaborateurs? Mais on a une vidéo pour parler de ça justement, Eric. Eh bien, on va la regarder. Eh bien, nous allons la regarder. Tout Alors, est vrai. Mais oui, donc c'est une vidéo encore, c'est un court-métrage qui a été réalisé par nos apprenants encore qui se sont mis en scène et qui montre justement à quel point les stéréotypes peuvent nuire au recrutement inclusif et voilà, à l'ouverture d'esprit qui peut aller avec. T'as vu les CV qu'on a reçus de Pôle emploi cette semaine? Oui, c'est de pire en pire. On se retrouve avec que des cas sociaux. Une vieille, une poule pondeuse. Et quoi? Une clocharde, merci. Oui, mais tu vas un peu fort quand même. C'est suite à la nouvelle politique de diversité et de réinsertion professionnelle. On élargit les compétences et les profils recherchés. C'est super intéressant, je trouve. Intéressant, oui. Enfin, c'est marrant, mais c'est pas toi qui vas te les coltiner, ces bras cassés. Je te rappelle que c'est un peu ton rôle de les former et de les accompagner en tant que manager. Bonjour Linette, merci d'être présente à cet entretien pour le poste de commercial qui est à pourvoir au sein de notre structure. Pouvez-vous vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Bonjour, merci à vous de me recevoir. Je m'appelle Linette, j'ai 40 ans. Je suis maman de 3 enfants. J'ai une licence en tant qu'attachée commerciale et je détiens une expérience de 9 ans dans le domaine. Oui, alors d'abord, il y a Sophie qui vient d'avoir 2 ans. Elle a fait ses premiers pas dimanche dernier lors du repas de famille. C'était juste incroyable. J'ai fait ma carrière en 2011 pour pouvoir me consacrer à mes enfants. Et je souhaite aujourd'hui la relancer étant donné qu'ils ont grandi. Et qu'avez-vous fait durant ces 9 dernières années? Donc j'ai démarré une activité dans le e-commerce depuis chez moi qui consistait en la commercialisation de box de naissance pour enfants. D'accord. Alors pourquoi avoir postulé chez nous? J'ai toujours aimé le domaine commercial, donc j'apprécie énormément le goût du challenge que j'ai pu connaître durant mes années en tant qu'employé commercial. Et aussi le fait d'avoir tous les mercredis, d'avoir les vacances scolaires, d'avoir le télétravail plusieurs fois par semaine, et les tickets restaurants. Alors ça, pour faire les courses, vous n'imaginez pas les économies que ça représente. Des compétences et des connaissances? Lesquelles exactement? J'ai acquis des compétences telles que le sens de l'organisation, la gestion de projet, avec tous les plannings des enfants à organiser. Oui, alors j'ai appris à changer les couches, à préparer les biberons, Oups, excusez-moi, c'est la nounou qui m'appelle. Allô Julie? Oui, super, et toi? Non, je suis en entretien, mais dis-moi. Quoi, il y a Théo qui a vomi? Écoute, ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Alors, je suis vraiment désolée, je vais devoir y aller, il y a mon enfant qui est malade. Mais en tout cas, merci de m'avoir reçu, c'était sympa. À bientôt. Faudra vraiment les féliciter. Hein. Oui, elle nous regarde en l'occurrence, donc tu peux les féliciter. Comment on fait pour embarquer même ces genres de collaborateurs? Voilà, là on avait le manager, c'était caricatural, hein, que les managers qui nous regardent ne soient pas offensés par cette image. Oui. Mais voilà, comment on fait effectivement? Comment on fait pour embarquer l'ensemble des collaborateurs? Je pense que Benoît l'a dit juste avant, les mises en situation sont importantes. C'est immerger dans les associations notamment pour rencontrer, déconstruire, parce qu'il y a des stéréotypes de deux côtés. Les jeunes aussi ont allemand sur les entreprises, donc des rencontres, des moments d'échange. Et au sein de l'entreprise, je pense qu'il est important d'avoir... il faut que ça fasse vraiment partie intégrale de la stratégie d'entreprise. Il ne faut pas que ça soit juste un engagement cosmétique. Avoir des sponsors au plus haut niveau de l'entreprise, ça permet aussi d'embarquer les personnes. Et en fait, c'est un travail d'échange. Il n'y a pas les savants, les sachants qui viennent apporter quelque chose au public, comme la jeune dame qui est venue avec son enfant à l'entretien. Il y a sûrement une raison à cela. Essayer de comprendre aussi, même si, après, les codes sont les codes, mais bon. En fait, les jeunes apportent aussi aux recruteurs. Et souvent, en tout cas dans notre pratique, nous avons aussi des ateliers à travers lesquels les associations vont former aussi nos collaborateurs. C'est un échange de bonnes pratiques. Oui, et je crois d'ailleurs que vous formez aussi les équipes chez Platformy.
Oui, effectivement. On a des actions de sensibilisation, un quiz, un webinaire, un serious game de formation. Du coup, concrètement, parce que, encore une fois, si on veut vraiment changer ces pratiques, surtout pour des entreprises qui en font une priorité stratégique, de recruter autrement, il faut former. Et c'est pour ça, dans la foulée de ce que disait Anna, si on veut vraiment que ça soit important dans une entreprise et pas juste cosmétique ou ponctuel sur une business unit par exemple, faut que ce soit porté par la direction générale, il n'y a pas de secret. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, considérer que, et ça c'est à la direction générale et à la DRH de le porter, que le recrutement c'est pas inné, et notamment que c'est quelque chose où il faut juste investir ne serait-ce que du temps. Juste prendre le temps, qui est une des ressources en vrai les plus rares dans les entreprises aujourd'hui, prendre le temps de préparer son processus de recrutement, encore une fois, de réfléchir un petit peu, 1 heure à c'est quoi les compétences dont j'ai besoin et pas dire je vais prendre un HEC ou un X parce que j'ai toujours fait comme ça. Voilà. Donc il y a ça. Et après, autre levier très important pour embarquer l'ensemble des collaborateurs, c'est il faut montrer aux managers qu'ils y ont eux-mêmes un intérêt. C'est-à-dire que nous, comme on dit, recruter inclusif, c'est d'abord une manière de recruter efficacement. Parce que c'est une manière d'élargir son sourcing, d'élargir son vivier de candidats potentiels à des publics auxquels on ne pensait pas et qui sont souvent en fait déjà préqualifiés par des personnes par exemple qui les ont coachés pendant un temps et qui du coup peuvent s'engager en disant telle personne elle est prête sur tel emploi, voilà, elle ne va pas vous planter au bout de 2 jours, voilà. Par contre il faut peut-être aménager tel aspect de son poste. Typiquement si on pense à une personne en situation de handicap ou une personne qui peut avoir des contraintes personnelles sur des horaires, sur tout ça, si on le sait et qu'en plus on a un suivi à 3 entre le manager, la nouvelle recrue et une personne qui l'a suivi avant, souvent ça marche assez bien. Alors là non plus, il n'y a pas de recette magique, il faut pas, voilà. Mais là aussi, c'est un peu un investissement. C'est-à-dire que si on veut réussir l'intégration d'une personne quelle qu'elle soit, il faut y passer un peu de temps. Ça ne veut pas dire des heures et des jours, mais il faut y passer un peu de temps et pas penser forcément que ça va de soi. Et comme ça, un manager peut voir que finalement, encore une fois, c'est un investissement. En passant un peu plus de temps, il va finalement trouver plus de candidats adaptés à son besoin et des candidats qui restent. Parce que un turnover, ça coûte cher. Il faut reformer, en temps, c'est assez lourd. Voilà. Et donc, des candidats qui restent, qu'on peut fidéliser. Et en plus, ça améliore la marque employeur. Voilà. C'est souvent aussi un motif de fierté, et de plus en plus pour les nouvelles générations, mais pas que, de dire que voilà, ils sont dans une organisation qui est inclusive, qui s'enrichit de la diversité de ses collaborateurs. Et c'est souvent aussi quelque chose sur l'entreprise va pouvoir communiquer dessus si elle le souhaite, et c'est normal en fait, pour montrer qu'elle est engagée et que ce n'est pas juste des mots. D'accord. Merci beaucoup pour vos contributions. Alors, on avait des questions du public, mais comme nous sommes très en retard, on va les garder pour nos derniers intervenants qui vont nous rejoindre. Merci beaucoup Anna et Benoît pour le temps que vous nous avez consacré. Merci beaucoup. Merci. Et on passe à la suite. Voilà, donc nous aurons rejoint en plateau Patrick Blaillac, qui est le directeur de Rebond Insertion, qui est l'entreprise d'insertion du groupe Suez. Bonsoir Patrick. C'est ça, bonsoir. Et Jean-Christophe Brochet, qui est le DRH de la business unit B2C de Engie, également le président de FAS Paris Hauts-de-Seine. Exactement. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. J'ose vous poser la même question. En quoi c'est important pour Suez, pour Engie, pour FAS et pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez, cette question de l'inclusion? Je démarre. Allez. Bon, allez, écoutez, c'est important parce que je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit. De toute façon, c'est important parce qu'on est un groupe qui vit dans une société, parce qu'on travaille en plus sur de la transition environnementale et que quelque part, on ne peut pas imaginer travailler sur les métiers de l'environnement et sur la transition environnementale en laissant de côté, je dirais, les gens les plus fragiles. Et en ne travaillant pas sur des sujets d'engagement sociétaux, parce que, en effet, ça va générer d'autres profils, ça va nous amener également, c'est ce qui nous est demandé, de toute façon, également par les jeunes générations, par ceux qui arrivent,
pas que par les jeunes, mais eux en particulier, en effet, qui ne peuvent pas se dire je rentre dans une entreprise et puis je vais juste faire mon boulot. J'ai aussi besoin de savoir que cette entreprise, elle a certaines valeurs et elle ne le fait pas juste dans ses plaquettes ou ainsi de suite, elle le fait pour de vrai, quoi, je dirais. Enfin, moi, je vois, j'ai 3 gamins, ils sont, alors peut-être qu'ils sont un peu déformés, mais je pense pas, c'est plutôt eux qui nous sensibilisent à ça, en tout cas. Clairement, ils n'envisagent pas de rentrer dans une entreprise dans laquelle ce sujet ne serait pas à l'ordre du jour. Voilà. Sur Christophe. Alors, nos entreprises qui ont un parcours commun sont évidemment très engagées historiquement sur l'insertion de public, sur l'inclusion. Donc, c'est pas une thématique d'opportunité. Voilà, ça fait partie des gènes et de la culture de l'entreprise. Et c'est vrai que nos managers, nos collaborateurs ont cette idée en tête. Et j'allais dire que, et j'en suis heureux d'ailleurs, parce qu'on redécouvre finalement que l'entreprise est un élément d'intégration. Voilà, on a souvent beaucoup décrié l'entreprise. Alors c'est vrai que dans les années 80-90, elle a connu quelques spasmes en régulant ses effectifs, mais c'est surtout un élément d'intégration sociale, de mise en relation d'individus, de cultures qui sont différentes. Et ça, je pense que c'est assez essentiel pour nous de créer finalement ce terreau fertile qui est évidemment un élément essentiel de la créativité et puis de l'engagement en vue de la performance, que ça a été cité tout à l'heure. C'est évidemment ce qu'on recherche, c'est de la performance à travers ça. Et l'engagement, pour vous, c'est clair, c'est vraiment porteur d'engagement clairement, auprès des collaborateurs. Je pense oui. Et de toute façon, on le fait pour ça. Moi, je dirais, on est là-dedans et dans ce métier. Moi, j'ai repris une entreprise qui est une entreprise d'insertion, mais elle a existé avant moi, de toute façon. Et bien heureusement, ça fera 20 ans l'année prochaine qu'elle existe. Parce qu'à un moment, le groupe Suez s'est dit, voilà, il y a des problématiques d'insertion, d'inclusion. On parlait encore peu d'inclusion à l'époque. D'ailleurs, à l'IGS, moi j'ai fait l'IGS en 91, ces sujets, et c'est très bien d'ailleurs, je trouve qu'on s'en préoccupe aujourd'hui, c'est que j'aurais jamais imaginé, et je suis agréablement surpris que l'IGS s'empare de ces sujets aujourd'hui. Peut-être d'ailleurs depuis un certain temps, mais je ne le savais pas. À l'époque, nous, on n'en parlait pas. On a appris un métier de RH avec des choses classiques, du recrutement, de la formation, de la gestion de la masse salariale et ainsi de suite. On continue à le faire. C'était... Oui, il y a ça aussi, en fait. Il y a ça aussi, mais on parle beaucoup plus de RSE. C'est clair, il y a les bases du métier, mais vous parlez de RSE, bien de sûr, diversité, d'inclusion. Preuve en est aujourd'hui. C'est moi qui donne les cours de RSE. Preuve en est aujourd'hui, et c'est une bonne chose. Et en effet, j'entendais ce qui se disait tout à l'heure, c'est vrai que il faut tout. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de mettre des belles choses sur des plaquettes. Concrètement, il faut y aller. On a des choses également en termes d'animation, en termes de formation sur le recrutement, en termes de sensibilisation. Tout ce que j'entendais tout à l'heure de mes confrères, je trouvais confrères et consoeurs, pardon, je trouvais ça très intéressant parce que on s'aperçoit que de manière un peu différente ou ainsi de suite, mais on partage tous à peu près les mêmes façons de faire. Et puis, nous, on a aussi une expérience et on travaille, le groupe Suez, avec sa filiale d'insertion, mais pas que. Il y a une grosse habitude de travailler avec des entreprises d'insertion, avec le monde de l'insertion en règle générale, parce qu'on sait que sur certains métiers, ça va nous permettre de remettre des gens à l'emploi qui sont des gens vraiment très éloignés de l'emploi. Qui, et moi je le constatais lorsque j'étais RH, passait pas le cadre d'un entretien classique. C'est pas possible. Alors en plus, les gens n'étaient peut-être pas aussi formés qu'aujourd'hui à la diversité, mais avaient du mal à passer un processus de recrutement classique. Et puis quand bien même ils le passent, par exception, après il y a tout un accompagnement qui doit se faire. Un accompagnement pour lever les freins à l'emploi, parce que quand vous avez affaire à des gens qui sont plus dans l'emploi depuis un certain temps, voire un temps certain, c'est très difficile de s'y remettre, parce qu'il y a une cohorte de difficultés qui ont suivi et qu'il faut régler pour qu'ils puissent se remettre dans un état d'esprit de faire du job. Et je pense profondément que c'est en se mettant au travail qu'on se sociabilise. Donc il y a vraiment ces deux piliers qu'on fait travailler autant avec Rebond qu'avec d'autres entreprises d'insertion qui sont la resocialisation par le travail et par l'accompagnement.
Voilà, pour des publics un petit peu plus éloignés que d'autres. Après, il y a plein d'autres choses, des collaborations avec FAS notamment, ou d'autres associations, d'autres clubs d'entreprise. Il y a un tas de structures qui travaillent dans ce domaine-là, et c'est une bonne chose, heureusement. Je crois qu'on a une vidéo. Oui, alors on a une vidéo effectivement sur. La parole. On a effectivement une vidéo qui va justement nous parler un peu des populations qu'on ne voit pas nécessairement, des invisibles parmi les invisibles, et qui est une vidéo. Alors celle-là, c'est pas une fiction, et c'est donc Anaëlle et Leslie qui nous parlent de ce type de public. On regarde. Lorsque l'on évoque la notion d'éloignement de l'emploi, l'imaginaire collectif aura tendance à penser à certaines populations, telles que les seniors ou les jeunes sans qualification par exemple. Pourtant, parmi ces populations fragilisées se trouvent d'autres populations que l'on pourrait qualifier d'invisibles parmi les invisibles. Nous parlons ici de populations telles que les détenus et anciens détenus, les populations issues de l'immigration et les personnes en situation d'illettrisme. Abordons d'abord la question des détenus. De par leurs conditions, les détenus sont nécessairement considérés comme des membres exclus de la société. Une fois leur peine purgée, cette condition d'exclus ne semble pas s'estomper de manière significative. En effet, le manque de préparation et d'accompagnement les place dans une situation délicate au moment où ils souhaitent se réinsérer dans la société. Cette réinsertion fait partie des préoccupations des pouvoirs publics car elle permet d'éviter la récidive. Je commence par les poser. Alors, on va changer un peu notre fusil d'épaule. On a des questions super intéressantes sur le chat. Florence. Oui, alors parmi les questions qui ont été posées, qui nous semblaient intéressantes, il y avait celle de LP qui nous interroge sur comment être sûr que les dispositifs de lutte contre la discrimination sont efficaces. Et avez-vous des données démontrant que les politiques de diversité ont un impact positif sur les candidats ? Alors oui, mais on y a un petit peu répondu tout à l'heure avec Patrick. Je pense qu'effectivement, on sent une recherche d'un alignement beaucoup plus clair entre ce qu'on appelle la raison d'être, la culture d'entreprise, et puis ce que vient chercher aussi un collaborateur dans une entreprise. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il pointe du doigt, alors c'est pas du naming, mais quasiment dans l'entreprise, si il constate un écart entre ses valeurs, celles qu'il annonce publiquement, et puis ce qu'on lui a dit, les promesses qu'on lui a données, et puis voilà ce qu'il va constater. Donc c'est un élément pour moi d'impact nécessaire. Ensuite, l'entreprise mesure en permanence. Et tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas, selon le fameux adage de Google, qui a été repris d'un grand philosophe qu'on connaît bien. Voilà, donc c'est important aussi, là, également quand on produit un certain nombre de rapports, qu'on le mesure. Il y a un certain nombre d'index, des index gouvernementaux notamment, qui montrent l'engagement des entreprises. Et c'est ce que nous faisons aussi dans une structure comme FAS, une association d'entreprises qui sont engagées en faveur de l'inclusion sociale sur un territoire, c'est de mesurer aussi l'impact de nos actions. Voilà, on s'engage vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des entreprises, sur des taux de réinsertion à l'emploi, sur l'impact positif finalement et la valeur qu'on peut créer au sein d'un territoire. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'il y a un classement des entreprises préférées des Français qui est sorti ce matin, et il me semble que les 3 premières sont des entreprises qui sont plutôt connues pour leur niveau de responsabilité et d'engagement en faveur de la diversité et d'autres sujets de ce type. Donc on voit bien que ça peut avoir un impact. On avait aussi une autre question de Maude qui nous interroge, alors là, elle est plus globale, sur l'État a-t-il un rôle à jouer dans cette inclusion et si oui, lequel ? Ouf. Oui, l'État a un rôle à jouer de facilitateur, mais qu'il tient
De toute façon, il y a quand même eu des politiques, ne serait-ce que pour la citer, et sans faire aucunement du prosélytisme, hein, c'est pas le sujet, mais il y a quand même une loi contre la précarité qui est sortie. Il y a quand même des choses qui ont été faites, il y a des moyens qui ont été alloués, notamment pour le sujet moi, que je connais le mieux sur l'insertion. Hein, avec une volonté de passer, aujourd'hui, on va dire qu'en 2018, les entreprises d'insertion, ça représentait environ 140 000 emplois en France. Il y a une volonté qu'en 2000, je vais me tromper parce que j'ai plus la date exacte en tête, mais dans peu de temps, on passe à 240 000. C'est pas rien. C'est pas pour faire de l'insertion, c'est parce qu'il y a un besoin pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qu'aujourd'hui, en effet, ces 100 000 postes en plus, ils sont nécessaires pour aller chercher des gens justement qui en sont de plus en plus éloignés. J'entendais parler des invisibles, c'est le défi de demain, quoi, je dirais. Voilà, les invisibles parmi ceux qui sont en difficulté. Il y a une question qui est intéressante. On a beaucoup parlé de recrutement, d'insertion, mais c'est la gestion des carrières. Comment on fait pour sécuriser justement l'employabilité de ces personnes-là dans le temps? Et qu'est-ce qu'on fait pour la gestion de carrière? Alors, l'entreprise, on la connaît bien. Elle est, quelle que soit sa taille d'ailleurs, mais évidemment, moi j'évoque plutôt une grande entreprise. Elle est évidemment dotée d'un certain nombre d'outils qui sont des outils classiques d'entretien de carrière, mais aussi d'accords qui permettent de sécuriser les parcours professionnels des collaborateurs. J'ai souvent dit en tant que DRH, très certainement avec un peu d'erreur, mais j'étais jeune à l'époque, que chacun était acteur de sa propre carrière professionnelle. Il suffisait évidemment de mettre le pied dans la porte pour l'ouvrir. Encore faut-il avoir les codes pour le faire, justement. Exactement. On revient à cette histoire de code. Et j'ajoute à cela que c'est la responsabilité de l'entreprise de s'assurer de l'employabilité de ses collaborateurs. Et donc ça veut dire qu'elle doit mettre aussi en place un certain nombre de dispositifs d'accompagnement, de plans de développement de compétences et autres, qui permettent à un collaborateur de passer les moments difficiles, parce que souvent on gère les talents, ça a été évoqué tout à l'heure, qui est une forme finalement, en tout cas un cercle assez restreint, en tout cas pas très extensif, et en fait toutes les carrières se gèrent à partir du moment où on donne les compétences nécessaires pour que les gens puissent rebondir dans des situations difficiles, en cas de restructuration, qui puissent aussi... en tout cas, dans cette volonté de permanence, avoir un bagage, un portefeuille de compétences qui soit actif. Et donc prévenir les questions de déqualification qui peuvent arriver aussi parce que le monde est ce qu'il est, les emplois ne sont pas tous durables pour des raisons évidentes de mutation. Alors peut-être qu'il y a aussi ce sujet-là qui... Mais je partage totalement, parce que c'est vrai que, ayant été DRH aussi, avant d'aller faire de l'insertion, je dirais... en effet, on a répété pendant longtemps, oui, soyez, en effet, ce fameux adage, soyez acteur de votre carrière ou de votre formation. J'ai plus tout à fait le truc en tête. C'est vrai que, oui, ça dépend à qui on s'adresse, en fait. Quand on s'adresse à des gens qui sont capables de le faire, qui sont cadres de bon niveau et ainsi de suite, on n'a même pas besoin de leur dire. Je dirais quelque part, ils vont se former, ils vont aller suivre un colloque, ils vont lire, ils vont faire plein de trucs à côté. Ils sont déjà ouverts. Maintenant, quand on a affaire à des gens qui sont à des postes dans lesquels on ne leur demande pas de faire ça toujours forcément, qui n'ont pas toujours, de par des raisons de budget aussi, toujours la possibilité d'aller faire certaines choses, il y a un moment où en effet l'entreprise doit plus accompagner, doit se donner les moyens, en effet, doit se donner les moyens de faire des vrais entretiens, alors on les appelle comme on veut, peu importe l'entreprise, ça peut être des bilans d'orientation, des bilans de compétences, des entretiens individuels ou ainsi de suite, mais véritablement bien fait, et pas juste, t'as fait quoi, alors cette année on va te former au recyclage SST, c'est bien, t'auras fait ça. En effet, après vous retrouvez avec des gens qui au bout de 10 ans, 15 ans sont ouvriers, et se disent, vous faites le point avec eux, ils disent, moi, et quand vous discutez avec eux, la première chose qui vous sort, c'est, moi je sais faire que ça, comme on disait tout à l'heure, je sais faire que conduire un bus. Mais non, tu sais faire d'autres choses, mais aussi, qu'est-ce qu'on leur a donné comme autre compétence?
et notamment quand on s'adresse à des gens, on parlait tout à l'heure d'illettrisme et autres, moi je considère qu'il faut qu'on travaille sur l'apprentissage de la langue, même si sur certains postes il y en a peut-être moins besoin que d'autres, mais en tout cas c'est un besoin pour tout le monde, sur de plus en plus de formations qualifiantes aussi. Alors c'est vrai que ça coûte quelque chose, mais il y a aussi des dispositifs. Quand vous me demandiez qu'est-ce que l'État peut faire, c'est aussi accompagner, faire des choses pour que les gens puissent se former et se qualifier, avoir des vraies formations qualifiantes, et puis après peut-être avoir des dispositifs qui permettent, et qui sont peut-être à travailler encore, je dirais, mais qui permettraient à quelqu'un qui est dans une entreprise de pouvoir aller voir ailleurs, de pouvoir faire autre chose, à condition d'être, là encore une fois, accompagné. Alors c'est pas, quand je parle d'accompagner, c'est pas je te tiens par la main ou ainsi de suite, mais avoir quelqu'un qui va peut-être lui dire, moi je suis passé par là, j'ai fait ça, peut-être que toi tu peux essayer. C'est la même chose que pour le recrutement, on en parlait, comment recruter différemment, en ayant des expériences avec des gens qui vont vous parler d'autres choses. Voilà. Ouais. Alors, on aurait voulu parler notamment des personnes qui ont un passé pénitentiaire, parce que c'est aussi un vrai sujet. On aurait voulu parler davantage d'illettrisme. Malheureusement, on manque cruellement de temps pour se faire. Et c'est là qu'un vrai colloque en physique, pendant 3 heures, ça permet d'aller tellement plus loin sur les sujets. Donc, vivement l'année prochaine. Mais on vous le proposera. Et on vous le proposera, bien entendu. J'ai juste une dernière question qui me semble intéressante pour conclure. C'est une question de Laura. Laura, qui est apprenante en RMDRH et qui nous demande comment passer des bonnes intentions aux actes et des actes aux résultats. Je trouve que cette question est intéressante pour conclure en quelques mots, si vous voulez bien. J'allais dire, venez chez Engie, ça je fais la promotion. Je pense que ils en seront ravis, ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Dans le concret sur nos actions. Je crois que ça a été beaucoup dit tout à l'heure. Je crois qu'il y a eu beaucoup de bon sens dans les réflexions qui ont été données. Ce n'est pas juste des incantations. C'est la preuve par l'action. Et effectivement, en tout cas en tant que DRH, quand on promeut une action, qui est une action d'ouverture, d'inclusion, de responsabilité sociale, on engage le manager à faire acte et œuvre de pragmatisme. Voilà. Donc parfois, il ne faut pas viser trop haut. Voilà. Il ne faut pas tel Icare aller chercher le soleil, mais une petite action peut permettre aussi parfois d'ancrer un certain nombre de postures, de comportements, et puis effectivement essayer quand même de se donner quelques éléments de mesure, qui sont des éléments de mesure partagés, qu'on peut discuter, challenger, faire progresser. Mais je crois que c'est important. En tout cas, je crois que le discours tel qu'on l'a connu à une certaine époque, sur la bien-pensance en matière de responsabilité sociale est aujourd'hui terminé. J'ai animé un certain nombre de colloques aussi, puisque je suis vice-président de la NDRH Île-de-France, sur l'inclusion en entreprise, où effectivement on a fait intervenir des DRH qui concrètement mettent en œuvre un certain nombre de plans d'action. Donc je vous invite évidemment à contacter ces DRH pour voir ce qu'ils font, et de vous inspirer aussi d'un certain nombre d'actions. D'accord. Patrick. Écoutez, moi je dirais qu'il faut d'abord des bonnes intentions, parce que ce sont les gens avec les bonnes intentions qui font bouger les choses, en premier lieu. Ensuite, les gens que j'ai entendus qui sont intervenus, j'ai pas l'impression que c'était des gens qui étaient que dans des bonnes intentions. Il y a des actions. Effectivement. Je dirais pour ma part, et si je raisonne au niveau du groupe Suez, rien que sur la partie insertion, je vais même mettre de côté tout ce qui peut se faire sur la RSE au sens plus large. Sur la partie insertion, sur un effectif de 17 000 personnes en France, sur la partie gestion des déchets, on a plus de 1500, on va atteindre 2000 personnes en parcours d'insertion. Moi, bon an, mal an, j'accueille un petit peu plus de 600 personnes. Donc je dirais, l'action, on y est. Il y a encore plein de choses à faire, c'est clair. On ne compte pas s'arrêter là, et je pense que tous les gens qui ont témoigné autour de cette table sont aussi là-dedans, savent qu'il y a encore du pain sur la planche, mais on est là pour ça, et je pense que il faut en tout cas y croire avant tout, et puis mettre en effet en action. Les résultats, ils arrivent après, de toute façon. Je pense que ces effectifs-là que vous avez donnés répondent à la question de Laura.
Absolument. Bien voilà, il est temps pour nous de vous remercier. Alors remercier chaleureusement nos invités qui se sont prêtés au jeu de l'émission. Remercier également Cyril Bonneau qui est notre illustrateur. Donc les illustrations que vous avez pu voir derrière nous, eh bien c'est Cyril Bonneau qui les a réalisées et voilà, elles étaient extrêmement parlantes. Il a très bien compris notre besoin. Donc merci Cyril. Merci aussi à Célia Doring qui nous a fait le montage du documentaire et c'était une vaste opération. Merci à nos apprenants, bien sûr, sans qui tout ça n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à Domiti Bonin, qui a travaillé avec nos apprenants sur l'enquête qui a été réalisée et que vous allez pouvoir lire dès demain. Et je vous la conseille, elle est très instructive. Merci à Claire Perrochot. Tout à fait. Qui a piloté l'équipe qui est en contact avec toutes les entreprises. Et c'est un élément fondateur justement de ce colloque, de mettre en contact des professionnels avec nos apprenants. Merci à Francis Cohen. On va publier le book qui est conséquent cette année. Et, comme chaque année, mais je crois qu'encore davantage. Et un grand merci à nos apprenants parce qu'ils se sont adaptés à une situation pas simple et ils ont fourni un travail d'excellente qualité. Il y a une vidéo qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui mais qu'on va publier dès ce soir sur nos sites et sur les réseaux et je vous invite à la regarder. Et voilà, et merci à vous qui nous avez suivis en direct. Le replay sera évidemment disponible pour ceux qui seraient arrivés en retard ou qui n'auraient pas pu regarder en direct. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Et en direct. Thank you.